Accomplissant en plusieurs années un vaste mouvement tournant, César s'est ainsi rendu maître des Gaules. Mais au milieu se trouvent des montagnes, et les habitants des montagnes sont souvent farouches, et il y a là une tribu, la tribu des Arvernes, et c'est de là que va souffler le vent de la révolte. En 52 avant Jésus-Christ, le jeune chef des Arvernes, Vercingétorix, réussit à unir tous les Gaulois pour se révolter contre les Romains. Vercingétorix était le fils d'un certain Celtios, et ce Celtios avait été mis à mort parce qu'on le soupçonnait de vouloir rétablir la royauté parmi les Gaulois. Le paradoxe veut que César sera assassiné pour la même raison. Mais n'anticipons pas. Voilà donc la plupart des tribus gauloises unies sous la direction de Vercingétorix. Unies de gré ou de force. En effet, pour s'assurer de la fidélité des alliés, on leur ordonnait de livrer des otages. En général, c'était les fils des chefs, et si l'alliance était rompue, eh bien, on les faisait périr dans d'abominables tortures, qui malheureusement ne sont plus permises dans le cadre scolaire. Et ce soulèvement des Gaules commença à Cénabum, c'est à peu près à l'endroit d'Orléans, mais la ville a été détruite, et c'est une autre ville, sur le plan d'un corps romain d'ailleurs, qui a été construite à la place par la suite. Et les habitants de Cénabum décidèrent de massacrer tous les Romains qui se trouvaient là. Parce que bien sûr on conquiert, mais ensuite il y a des marchands et des Romains qui se mettent à circuler à travers les Gaules. Là ils ne circulent plus, ils sont morts. Et ensuite les Gaulois menèrent la politique de la terre brûlée. Alors attention, la politique de la terre brûlée, elle s'adresse non pas à des Romains qui s'avancent à travers les Gaules, mais des Romains qui y sont déjà. On les empêche de sortir, on les rend prisonniers de leur propre conquête. Et César, pendant ce temps-là, il se trouvait à Rome, où il songeait à sa carrière politique et il jouissait d'une gloire qu'il pensait bien méritée. Et apprenant ces nouvelles, il rentre précipitamment dans les Gaules et il réussit à rejoindre ses troupes qui se trouvent dans le nord des Gaules. Et là, il va organiser un mouvement pour regagner la province, la Gaule d'Armonaise, où il veut lever de nouvelles légions car il n'a pas de troupes suffisantes pour faire face à cette révolte. Il ne cherche pas à entrer dans les Gaules, il cherche à en sortir. Il descend donc vers le sud et il arrive à Avaricum, où il se trouve que la ville d'Avaricum, dont le nom actuel est Bourges, avait obtenu de ne pas se détruire parce que les pauvres Gaulois tenaient à leur chère ville et on leur accorda la permission de la conserver. César en fit le siège et s'en empara, ce qui lui permet d'acquérir de nouvelles provisions et de continuer sa route vers le sud. Il continue donc et met le siège devant Gergovie, mais cette fois-ci, il ne réussit pas à prendre la ville. Que peut-il faire? La route est coupée vers le sud, il est obligé de remonter vers le nord, il rebrousse chemin. Il livre quelques combats aux environs de Lutèce, et ensuite il décide d'aller de l'autre côté du Rhin pour lever des troupes auxiliaires, pour renforcer ses troupes, pour toujours regagner la province, pour lever de nouvelles troupes. César, grâce aux auxiliaires recrutés de l'autre côté du Rhin, a renforcé son armée. Il reste une grande question, par quel chemin regagner la province? La route la plus simple, la plus ouverte, c'est de passer par le pays des Éduins, qui correspond à l'actuelle Bourgogne. Mais les Éduins, qui étaient les anciens alliés de Rome, et dont César dit même qu'ils regrettaient leur ancienne alliance avec Rome, sont désormais entrés dans la coalition formée par Vercingétorix. Ils ont livré des otages, ils ne peuvent pas quitter cette alliance comme ça. Il y a une autre route qui s'ouvrirait du côté du pays des Helvètes, qui ont déjà été vaincus, mais César s'est rendu compte qu'ils étaient fort coriaces, ils habitent un pays montagneux, difficile d'accès. Et donc César va choisir de passer entre les deux, autrement dit par le pays des Séquanes. Et donc Jules César s'avance prudemment dans ce pays des Séquanes et il tombe tout d'un coup sur la ville d'Alésia. Cette ville est puissamment fortifiée, remplie de farouches guerriers et lui coupe le passage. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas Jules César qui a pris Vercingétorix au piège d'Alésia, c'est Vercingétorix qui a pris César au piège et qui l'empêche de retourner dans la province chercher de nouvelles légions. Et César est contraint de mettre le siège devant Alésia. Il construit toute une enceinte fortifiée autour de l'enceinte fortifiée de la ville et il attend que les habitants meurent de faim. Et ceux-ci d'ailleurs, au bout d'un moment, mettent entre les lignes les femmes, les vieillards et les enfants qui meurent tragiquement de faim sous le regard placide des Romains. Scène tragique. Mais voilà qu'enfin tous les autres Gaulois arrivent formant l'armée de secours. Il y a dans cette armée de secours beaucoup d'Éduins. Rappelons-nous que les Éduins regrettent leur ancienne alliance avec Rome. Et ces Éduins s'établissent un camp à quelque distance et ils observent la situation. Voyant arriver l'armée de secours, les assiégés sont tout contents et ils lancent un assaut général contre les fortifications romaines. Et pendant ce temps-là, on pourrait s'attendre à voir l'armée de secours se jeter à revers sur les Romains. Pas du tout, ils observent le combat et au bout d'un moment, ils constatent que les assiégés n'arrivent pas à percer les lignes. Ils se disent donc, Vercingétorix est cuit.
Et tranquillement, ils prennent leurs armes et leurs bagages et ils quittent leur camp. Ils ne quittent pas le champ de bataille, c'est écrit noir sur blanc dans la guerre des Gaules de César. Ils quittent leur camp et abandonnent Vercingétorix à son triste sort. Et celui-ci n'est pas du tout héroïque, il obéit à la tradition gauloise, le chef doit se livrer en cas de défaite, il prend ses plus belles armes, il les astique un peu, se présente au camp romain et se livre au vainqueur. Tout cela se passe donc toujours en 52 avant Jésus-Christ et Vercingétorix sera enfermé à la prison du Tullianum à Rome et il sera étranglé en 46 avant Jésus-Christ lors du triomphe de Jules César.